Et finalement, les ressources qui manquent, moi, avec d'autres, c'est le travail qu'on veut faire, notamment par une recherche justement qu'on lance, parce que les ressources qui sont données aujourd'hui, qui sont offertes soit par les associations, soit par les banques, soit par les conseillers financiers, etc., c'est souvent des informations générales où il n'y a pas la vie de la femme, la vie de l'immigrant, la vie du jeune, la vie du père de famille, etc. Toutes ces expériences en fait personnelles qui viennent rentrer en jeu. On est ici des Africains en plus, on est tous les trois d'Afrique. On a des discriminations peut-être à l'emploi, des discriminations à l'embauche. On est deux femmes. Les femmes sont payées moins que les hommes. Les personnes noires, on le sait aussi, et encore plus les femmes noires vont être parmi les salaires, les différences des salaires, là, les discriminations salariales, c'est les plus élevées. Ça a aussi une conséquence quand on parle de finances personnelles. Donc, s'éduquer, oui, sur les produits, mais aussi s'éduquer sur la culture et puis sur le système. Donc, les ressources, là, pour l'instant, je vous partagerai surtout des ressources en cas de besoin, d'aide. Maintenant, les ressources ateliers, etc., je vous inviterai à partager, à participer en fait à cette recherche que je lance, parce que ça va nous permettre après d'aller travailler ensemble, en fait, les contenus. Et ça, c'est important. Excellent, excellent, excellent. Merci beaucoup. On va en parler tout à l'heure. Vas-y, Bertrand. Merci Faiza. Comme c'est intéressant, cette belle discussion autour des finances et des finances personnelles. Avant que je pose ma question, je note qu'on a beaucoup parlé notamment du poids qu'exerce le coût des loyers sur les finances. On a oublié, pour celles qui sont parents, on a oublié le coût des garderies. Oui. Dans la région de Toronto, pas exclusivement, mais voilà, on a dit que le loyer peut prendre jusqu'à les trois quarts du salaire. Alors, le dernier quart va dans la garderie. Là. Il ne reste plus rien. Tu as tout à fait raison, Bertrand. Et je sais que, Stévia, tu as beaucoup de personnes qui se connectent de Montréal. Regardez un peu l'influence finalement du système politique, du travail des gouvernements sur nos finances personnelles. À Montréal, les garderies sont subventionnées. Vous imaginez le poids que ça enlève en fait sur les finances personnelles. Donc, quand on parle de finances personnelles et qu'aujourd'hui de la façon traditionnelle, le seul son de cloche qu'on a l'air d'entendre, c'est ah mais si vous êtes en dette, c'est votre faute, c'est parce que vous faites mal votre budget. Mais non, c'est aussi parce que, comme tu le dis, Bertrand, le coût des garderies dans la région de Toronto, par exemple, c'est plus de 2400 $ parfois, si c'est pas un minimum subventionné. C'est lourd, et c'est lourd pour des citoyens, pour des citoyennes. Donc, c'est là où, effectivement, il faut faire le lien entre combien je suis payée pour le travail que je fais et combien je dois payer pour mon logement, combien je dois payer pour ma garderie, etc., etc. Je sais qu'il y a quelques semaines, il y a eu cette discussion des mères célibataires, par exemple. Il y avait la question, quand on est mère célibataire, comment est-ce qu'on s'en sort? Quel est le conseil à donner? C'est au-delà du budget. C'est au-delà du budget. Parce que la mère célibataire, comment est-ce qu'elle trouve du travail, qui souvent en plus va devoir s'arranger avec les horaires des enfants, paye la garderie, paye parfois, elle doit parfois aussi trouver une place de garderie pendant qu'elle va suivre des formations, par exemple, pour essayer de gagner un peu plus. Donc, c'est pas juste le budget, c'est aussi la réflexion critique qu'on peut avoir en tant que mère célibataire, de comprendre le système, et une fois qu'on comprend le système, d'aller réclamer des vraies solutions. Donc, encore une fois, ce rapport, quand on fait de l'éducation financière, de trouver effectivement, de chercher des solutions personnelles pour soi, mais aussi d'exercer son rôle de citoyen et de porter sa voix, soit directement, soit via des associations aussi de soutien, pour changer les choses. On a un gouvernement fédéral maintenant qui nous parle de garderie universelle. Il est temps, parce que les familles, parce que les parents célibataires s'endettent à cause de ce coût de la garderie. Ok, merci Faiza. Je pense qu'il y a... L'activisme, hein, vous sentez la rage. Oui. C'est pour ça qu'il y a de rage. Tout à fait. Je crois qu'il y a deux façons profondes, là, à mon avis, de régler ce problème, à tout le monde de commencer à le régler. Oui. Si vraiment on veut le régler. Parce que
on n'a pas le temps ici, mais je lis des articles, un peu comme toi, Faiza, des études, etc., etc. Et quand on voit la gravité des chiffres, on se demande si réellement les gouvernements ou les décideurs souhaitent que voilà, l'éducation financière se répande, devienne la tasse de thé ou la tasse de café de tout le monde. Alors, moi, je crois profondément qu'il y a deux endroits, deux façons de régler ça, vraiment. Oui. Il y a d'abord la maison, que les parents en parlent, Oui. que les parents eux-mêmes soient éduqués par rapport à ça et en parlent, en discutent avec les enfants dès le plus jeune âge, qu'ils et elles grandissent avec ces concepts-là, ces stratégies-là. Et puis, il y a l'école. Oui. Il y a l'école. Dans une autre vie, on ne va pas en parler ici, dans une autre vie, j'ai fait lire à des jeunes pères riches, pères pauvres, à une Oui. certaine époque, Oui. de Robert Kiyosaki. Absolument. Et je peux vous dire elles ont beaucoup apprécié. Beaucoup plus que les œuvres littéraires au programme, là, en principe, là, censé être lues normalement. Oui. Qu'on lisait, mais j'allais chercher autre chose parce que moi, justement, je m'étais dit, tirant des leçons de mon expérience à moi, que si j'avais été mis au devant de ces faits-là, au devant de l'éducation financière, beaucoup plus jeune, je crois que je serais beaucoup plus riche aujourd'hui. Oui. Alors, j'ai voulu partager ça avec les jeunes à une certaine époque. Qu'est-ce que tu en penses, Faïza? Tu as tellement raison, Bertrand. Déjà, bah, comme toi, si quand j'avais la vingtaine d'années, là, j'avais compris l'intérêt composé, par exemple, je serais beaucoup plus riche et du coup, ça me donnerait la liberté, le temps, l'espace d'être encore plus bénévole. Parce que moi, si je pouvais être juste bénévole, ça m'arrangerait. Encore plus engagé, n'est-ce pas? On veut devenir philanthrope, on veut devenir investisseur, surtout quand on est francophone, surtout quand on est dans nos communautés. Une fois qu'on est stabilisé, une fois qu'on est même épanoui financièrement, on veut que l'argent revienne dans nos communautés pour construire. Donc, ma motivation aujourd'hui de l'éducation financière, elle est là. Et les parents, hein, les enfants, tu as complètement raison. Maintenant, fait exprès ou pas, mais en tout cas, tu me donnes l'opportunité parfaite de parler du travail que je fais actuellement et que j'ai lancé avec cette association que tu as citée juste avant qu'on commence, Parents Partenaires en Éducation. C'est un des organismes au niveau national, enfin au niveau provincial. Chaque province a une association un petit peu comme Parents Partenaires en Éducation. Donc, cette association, elle est en Ontario. Je les connais depuis 3 ans parce que je préside en fait leur assemblée depuis 3 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans cette association? C'est justement des parents qui, comme tu viens de le dire, considèrent qu'ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants, quoi qu'il en soit. L'école est là pour éduquer, mais on est là aussi pour éduquer. Et tu as tout à fait raison. À l'école, on apprend beaucoup de choses, mais on n'apprend pas comment gérer son argent. On n'apprend pas non plus même comment mémoriser. Hein. Moi, j'ai une personne qui travaille avec moi, Rosa, qui est une collaboratrice, qui m'a envoyé un petit lien. À l'école, on nous apprend des choses, mais on ne nous apprend pas à apprendre. Donc, il y a beaucoup de choses essentielles qu'on n'apprend pas à l'école. Par contre, tu parlais aussi des gouvernements. Je pense que la Covid, ça a justement ouvert les yeux sur beaucoup de gens, sur le fait, on le sait, que l'éducation financière aujourd'hui, qui est faite de cette façon-là, ne fonctionne pas et qu'il y a des améliorations à faire. Donc, pour parler de mon exemple, le travail qu'on commence avec Parents Partenaires en Éducation, c'est on est en train de lancer une recherche. Alors, je dis recherche, mais c'est plus de la co-création, hein, comme je disais. Donc, il y a un sondage. Si vous voulez bien, les personnes qui sont connectées et qui sont parents ou pas d'ailleurs, allez vous connecter sur ma page Facebook. C'est Faiza Abdallaoui, entrepreneur multipassionné. Donc, si vous cherchez ça, je vais poster le lien du sondage. Ce qu'on veut faire avec ce sondage, c'est qu'on veut que les parents, justement, nous disent ce dont ils ont besoin pour se sentir, eux, plus stables financièrement, donc ça veut dire s'éduquer eux-mêmes, de quoi ils ont besoin pour apprendre à parler à leurs enfants d'argent, parce que c'est pas facile. Moi, c'est vrai que comme j'ai ouvert les yeux là-dessus, j'en parle à mon fils depuis qu'il est tout petit. Donc, le petit, maintenant qui a 12 ans, c'est vrai qu'il réfléchit avant de faire une dépense, il va faire son budget, il va regarder ses sous et tout ça. Et ça prend quand on est jeune.